Alors bonjour à toutes et à tous, donc on va reprendre aujourd'hui sur une première séquence. On va travailler sur comment accompagner les talents de la diaspora. Alors donc les talents de la diaspora, donc il y a un véritable enjeu, on va surtout insister sur les diasporas africaines aujourd'hui. J'ai la chance d'accueillir Pedro Novo, directeur exécutif en charge de l'export chez BPI France. Également Matina Raza Fimaefa, qui est cofondatrice de Seina. Elle nous parlera tout à l'heure de son projet entrepreneurial. Et également Mounira Hamdi, qui est cofondatrice de Diversity Days et qui connaît bien ces thématiques. Tu nous parleras, j'imagine, du récent rapport que vous avez produit. Donc tout de suite, pour entamer le début des échanges, l'enjeu, ça va être d'évoquer les besoins de la diaspora, les enjeux, les solutions, parler extrêmement concrètement. On est plus de 1000 à nous écouter, qui sont avides, qui ont envie d'écouter des solutions concrètes pour les aider à accélérer. Tout de suite, je vais introduire, malheureusement, on n'a pas pu avoir Wilfried Loriano Dorego, donc, qui est le coordinateur du CPA, du Conseil présidentiel pour l'Afrique, qui travaille sur ces questions-là. On a la chance d'avoir une petite vidéo qu'il a réalisée à cette occasion. On va l'écouter. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de m'exprimer devant vous aujourd'hui et d'avoir l'opportunité d'introduire vos échanges, même si j'aurais bien sûr préféré être physiquement parmi vous. Je tiens à saluer Pedro Novo, Anthony Babkin et Ahmed Bouzoued qui participent à cette présentation, ainsi que Matina Razafi Maefa, lauréate de notre Pass Africa. Laissez-moi commencer par vous parler d'un chiffre. 71%, c'est le pourcentage des Français issus de la diaspora qui veulent s'engager dans un projet en lien avec leur pays d'origine. D'après un sondage que nous avons commandé à l'Institut d'études Opinionway. Le CPA a réalisé, comme vous le savez, un tour de France de l'entrepreneuriat des diasporas africaines entre septembre 2020 et février 2021 pour aller à la rencontre des entrepreneurs. De ce tour de France ont émergé 7 solutions, dont le Pass Africa. Son objectif est d'accompagner durablement des entrepreneurs entre la France et l'Afrique afin d'accélérer leur développement. Concrètement, le Pass Africa, c'est un parcours unique et prioritaire créé au sein de BPI France, à Paris et dans ses directions régionales, avec une trentaine de partenaires. C'est tout un écosystème qui s'est mobilisé avec le CPA pour les entrepreneurs de la diaspora, dans les domaines de l'investissement, de l'accompagnement, du financement, de l'assurance, de la garantie et du soutien à l'innovation. Ce sont aussi des services inédits qui seront fournis aux lauréats par nos partenaires. La formation, du coaching, du conseil. C'est enfin une communauté forte et engagée pour des opportunités de réseau, de communication et de partenariat. Les 20 premiers bénéficiaires du Pass Africa sont autant de talents qui sont en train d'être accompagnés dans leur changement d'échelle. Un deuxième appel à candidature sera lancé dans les prochaines semaines pour sélectionner la deuxième promotion. Ces profils incarnent, vous le savez, pour les plus jeunes entrepreneurs, des exemples de réussite, des rôles modèles inspirants. C'est pourquoi le CPA a lancé la semaine dernière, le 14 avril, une opération mentorat qui sera intégrée dans le dispositif Pass Africa. Ceux qui bénéficient de ce label auront la mission d'accompagner ceux qui débutent, notamment dans les quartiers prioritaires, pour les coacher, les inspirer et leur montrer que c'est possible. La durée du mentorat sera de 6 à 12 mois en fonction des besoins pour fournir des conseils opérationnels, partager des expériences et des bonnes pratiques, ouvrir des portes. Après ce lancement, notre prochaine étape sera Lyon à la fin du mois de mai. Vous pouvez candidater pour être coaché par nos mentors du Pass Africa sur notre site internet, rubrique mentorat. Je remercie encore BPI France qui est partenaire de cette initiative et toutes les équipes pour leur implication et leur travail pour faire de l'entrepreneuriat
une voie d'avenir pour tous. Je vous souhaite de bons échanges. Alors donc on est très heureux d'avoir pu bénéficier, et je remercie encore Wilfried pour cette intervention aujourd'hui. On a la chance d'avoir donc, comme je l'ai dit, Mounira Hamdi, Pedro Novo et Matina Raza Fimaefa. Donc on est très heureux de pouvoir échanger sur l'enjeu des diasporas. Il y a beaucoup d'attentes sur ce sujet-là. Peut-être pour poser finalement un peu les bases de ces débats, quels sont les besoins et les difficultés des diasporas? En quoi c'est un enjeu aujourd'hui? Peut-être Mounira, si tu veux. Je suis la première victime ce matin. Alors, il y a beaucoup d'enjeux aujourd'hui concernant l'entrepreneuriat au sein des diasporas. Premier enjeu, c'est l'égalité des chances, parce qu'au final, aujourd'hui, c'est on va dire, notre cheval de bataille au sein de Diversity Days. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'on puisse faciliter l'accès à l'entrepreneuriat pour n'importe quel type de population, y compris la diaspora, et peut-être leur faciliter justement l'entrepreneuriat dans leur territoire d'origine, parce qu'ils peuvent apporter un œil nouveau sur les écosystèmes locaux. Merci beaucoup, Mounira. Pedro Novo? Les enjeux liés à la diaspora, il faut bien comprendre que l'accès à l'information, l'accès au réseau, l'accès à du mentorat, de l'accompagnement, on a beau le répéter, il n'est pas vécu comme naturel et spontané parce que c'est une réalité de difficulté d'identification des bonnes personnes, des bons réseaux et des bons outils. Ce que nous avons pensé à travers ce pas, c'est d'apporter une réponse à cela, comme on vient de l'entendre avec Wilfried, c'est-à-dire un encadrement, une facilité d'accès aux dispositifs et puis un accompagnement personnalisé pour révéler le talent et dire que l'entrepreneur issu de la diaspora, parce que c'est souvent beaucoup plus difficile que dans d'autres contextes, il a sa chance, on va l'aider et on va l'aider à avoir beaucoup plus d'ambition et se mettre en mode pourquoi pas moi, pourquoi pas maintenant et pourquoi pas un projet. Donc c'est vraiment l'enjeu, c'est d'inspirer, donner envie, montrer qu'il y a des solutions qui sont possibles. Il y a l'étude, justement, Wilfried avait parlé, évoqué tout le travail qu'ils avaient réalisé pour justement identifier quel était le besoin et le qualifier. Dans cette étude, il ressortait que 71% des entrepreneurs issus de la diaspora, plutôt des personnes issues de la diaspora, étaient prêtes à entreprendre en lien avec leur pays d'origine. Justement. Voilà. Peut-être que tu souhaiterais, Matina, réagir là-dessus? Oui, carrément. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur de la diaspora et de la diversité, ce que je peux dire, c'est qu'on fait face à plusieurs difficultés. Mais à mon sens, le socle commun à ces difficultés, c'est l'éducation et son accès. Donc, pour réussir son chemin entrepreneurial, on a besoin d'avoir accès au code, aux pratiques, aux méthodologies et à un support. Et malheureusement, aujourd'hui, quand on ne vient pas du bon quartier, quand on n'a pas la bonne condition sociale ou qu'on n'a pas le support de son socle familial, c'est beaucoup plus difficile. Tu es entrepreneur, toi, je crois. Ouais, moi, aujourd'hui, je suis entrepreneur. Et justement, aujourd'hui, nous, à notre échelle, on essaie de surmonter en fait, cette marche. On a en fait donc Saena, cette boîte Saena qui repose sur deux piliers forts, c'est l'accès à l'éducation et l'accès à l'emploi, en faisant en sorte que l'éducation soit accessible via des prix qui ne soient pas chers, et l'employabilité en faisant en sorte que le CV ne soit plus un problème. Chez nous, on a supprimé le CV, et aujourd'hui, en fait, on prend des projets IT qu'on distribue, qu'on découpe en micro-tâches et qu'on distribue aux développeurs. Ce qui fait qu'en fait, on n'a plus besoin de montrer son CV pour avoir accès à un travail, ce qui change beaucoup la donne. Et aujourd'hui, on veut entreprendre, moi en tant que franco-malgache, j'ai toujours eu mon pays à cœur, mais en même temps, la France, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Aujourd'hui, moi, j'aime bien dire que je suis un produit de la République française, parce que j'étais à l'école publique et c'est l'école publique française qui m'a montré, en fait, c'est possible et comment on peut le faire à Madagascar. Donc, c'était un peu ce qui m'a poussé à faire ce que je fais aujourd'hui. Et tu étais d'accord avec ce qui a été évoqué sur l'enjeu de l'accès à l'information? Tu connaissais les solutions pour entreprendre ou... Pas du tout, parce que, en fait... moi, j'ai la chance, hein, ma mère est une entrepreneure, ma grand-mère aussi, mais j'avais jamais discuté avec la BPI avant d'être dans le Pass Africa, donc ça fait 3 ans que j'ai cette boîte, j'avais jamais échangé avec la BPI France, je ne connaissais pas les dispositifs, donc il y a 3 ans, je suis partie un peu la fleur au fusil, la bouche en cœur à Madagascar, et en fait, j'ai pas du tout utilisé le support que je pouvais avoir en France, et je ne connaissais pas, et donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance du coup faire partie du Pass Africain. Et je pense que c'est une très bonne opportunité et ça apporte beaucoup de choses. Avant de parler du Pass Africa, peut-être Mounira, toi qui as pu, au travers de l'étude que vous avez réalisée de ce rapport, si tu peux rentrer dans le détail sur les éléments de connaissance, sur quelles sont les problématiques de la diaspora, quels sont les freins qu'ils rencontrent. Oui, alors en
fait, le rapport qu'on a rendu justement sur la diversité et le numérique, en septembre dernier, il n'était pas forcément relatif à la diaspora, notamment sur le continent africain, mais il était relatif à l'égalité des chances, à la diversité et au numérique. Mais globalement, on peut retrouver en fait des insights hyper importants qui sont transverses à tout type de domaine. Du moment que ça touche à l'entrepreneuriat, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des problématiques, notamment pour ceux qui sont issus des quartiers prioritaires de la ville, ou qui sont issus de la diaspora, ils vont avoir des problématiques de réseau, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas aujourd'hui capables de pouvoir s'appuyer sur un réseau professionnel qui leur permet d'accélérer leurs projets comme ils le voudraient. Il y a une problématique de visibilité, puisque aujourd'hui, quand on n'a pas de réseau, on a aussi parfois des problématiques de canaux de diffusion, on n'a peut-être pas accès facilement aux médias, on ne sait pas forcément comment rendre notre projet intéressant vis-à-vis des médias. On a des problématiques aussi de confiance en soi, parce qu'on se dit pourquoi moi j'y arriverai alors que je n'ai pas vu forcément autour de moi des gens, des rôles modèles qui me ressemblent, qui m'inspirent et sur lesquels je peux me projeter. Donc en fait, tout à l'heure tu l'évoquais, mais les rôles modèles, enfin tu l'évoquais rapidement, mais les rôles modèles c'est hyper important. Et c'est important à la fois pour les personnes issues des différents volets de la diversité, que ce soit la mixité, que ce soit l'handicap, que ce soit des personnes issues de la diversité sociale, ethnique, culturelle, mais c'est aussi important pour la diaspora africaine parce que c'est pas parce qu'on est issu d'un territoire, qu'on est originaire d'un territoire, qu'on connaît justement tous les codes. Moi-même, je suis d'origine tunisienne. Et au tout début, quand j'ai commencé à créer une entité en Tunisie, après il faut s'adapter, il faut comprendre aussi les non-dits, parce que des fois les messages passent différemment, ils ne passent pas par la voix, ils passent par le comportement, ils passent par le réseau aussi. Donc il y a tout un tas de choses qui sont très importantes à prendre en compte dès le début. Dans le rapport, ils sont un petit peu édités parce qu'on donne vraiment la part belle à l'accès à l'information. Donc c'est essayer un tant soit peu de développer vraiment un maximum l'accès à l'information en lien avec le numérique, parce qu'on se dit que c'est ça qui facilite aussi l'entrepreneuriat, les échanges. La seconde chose, c'est qu'on veut un minimum que tout le monde soit sensibilisé à l'importance du numérique aussi, parce que c'est ça qui nous permet de créer des projets entre les frontières. Et la troisième chose qui est très importante pour nous aussi, c'est d'impliquer toutes les populations, mais vraiment toutes, que ce soit des seniors, que ce soit des jeunes, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes. Vraiment, il faut embarquer tout le monde. Et c'est ça le plus difficile aujourd'hui, parce que ça a l'air super, ça a l'air merveilleux comme projet, mais après, pour le réaliser, c'est toute une paire de manches, parce qu'il faut aller les chercher, ces gens-là. Et souvent, et d'ailleurs, on le voit aussi dans le baromètre qu'on avait sorti sur la diversité et le numérique, aujourd'hui, les métiers du numérique, il y a 30% d'appétence en moins dans les QPV pour les métiers du numérique. Et pourtant, de l'autre côté, on a une forte tension, on a une forte demande. Donc, c'est un peu démystifier les codes, démystifier aussi les métiers du numérique, se dire que ce n'est pas aussi inaccessible qu'on se l'imagine. Quand vous parlez aujourd'hui avec, justement dans le rapport, on a fait pas mal de sondages, on a questionné plus de 120 personnes. Quand on leur parle du numérique, pour eux, c'est tout de suite « Ah, mais il faut savoir coder, ah, mais il faut savoir développer, il faut connaître les balises HTML. » Non, je veux dire, je suis dans le numérique et je ne sais pas coder. Il y a plein de métiers, il y a vraiment pléthore de métiers, donc il faut progressivement y aller petit à petit, il faut sensibiliser, il faut démystifier et ensuite il faut ouvrir les passerelles, accès à l'information, accès à un réseau et accès à la visibilité. Donc véritablement, moi quand je t'entends, d'ailleurs le numérique il sert à ça, en fait. Il crée des passerelles, il accélère le lien et il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que tu as dit, c'est très intéressant, c'est souvent finalement quand on est originaire d'un pays, on peut penser connaître la culture, mais en fait, on va se confronter à des cultures qui sont extrêmement différentes et aller s'exporter, c'est pas facile en fait. Peut-être que Pedro, tu peux nous en dire quelques mots. Alors oui, d'abord je l'ai vécu moi, enfin je le vois autour de moi, je suis luso-descendant et je vis cette réalité de racines, mais qui n'est pas la réalité du quotidien qu'on peut croire. Et un retour, pas toujours d'ailleurs très amical, parce que quand on revient entreprendre avec des passerelles entre deux pays, eh bien, on n'est ni complètement l'un, ni complètement l'autre. Et donc, cette difficulté-là, elle se traduit concrètement dans l'accès au réseau dont on parlait, au financement, à une réalité technique, à une réalité RH et managériale, qui rend le quotidien beaucoup plus complexe que d'être un entrepreneur en France pour le marché français, ou d'être un entrepreneur en Tunisie pour cet exemple, ou à Madagascar pour le marché malgache ou tunisien. Et donc, cette réalité-là, il faut pouvoir l'incarner dans l'organisation de l'entreprise, il faut pouvoir l'incarner dans la compréhension des équilibres qui vont être une contrainte opérationnelle, et il faut pouvoir y répondre. Et y répondre, eh bien, c'est ce qu'on a dit, c'est l'objet du PASS, et c'est également une meilleure compréhension de la façon dont on doit financer ce type de projet.
Quand on en parle souvent avec Wilfried, et c'est vrai qu'on a une formule qui est assez claire, on dit il y a 2 pays, on fait des passerelles entre 2 pays, mais 2 pays, ça veut dire 2 cultures, ça veut dire 2 fois plus de complexité, ça veut dire 2 fois plus de difficultés d'accès à des ressources de financement ou de conseils, parce qu'on vit dans un monde qui est une espèce de puzzle d'état d'esprit, de morale, d'habitude, de culture, de non-dit. De gestuel, il y a de l'interculturel là où on ne croit pas, parce qu'on a l'impression qu'on est en fait déjà in-house. Il y a un a priori de connaissance, quoi. Il y a un faux ami de connaissance où on a le sentiment de se dire je suis chez moi, on me connaît, j'ai la culture, je parle la langue, je fais partie, je suis des vôtres. Et en fait, pas complètement. C'est pas pour ça que tu ne dois pas faire tes homework. C'est au contraire, il faut encore plus parfois démontrer que tu es meilleur que les autres ou que tu es aussi légitime que les autres. Et donc pour ça, il faut plus de combats, beaucoup plus de détermination. Ça tombe bien parce que dans les quartiers, quand on voit les entrepreneurs que l'on accompagne au quotidien, on y voit un puits de détermination qu'on n'a sans doute pas avec la même intensité ailleurs. Donc il faut savoir le driver, il faut prendre cette énergie là où elle est et réussir à l'orienter correctement par rapport au projet et aux ambitions qui sont affichées. Si tu peux me permettre, oui, vas-y. Juste, il y a vraiment 2 points hyper importants dans ce que vous avez dit. Moi, j'ai fait remonter au CPR le fait que, en fait, quand on a une double culture et une double identité, on ne sait plus qui on est. Et en fait, être avec des gens, être dans une communauté qui vit les mêmes problématiques que nous, ça nous aide énormément et ça met de la valeur ajoutée parce qu'en fait, quand j'ai commencé, j'étais vraiment toute seule. Et quand j'ai vu avec le Pass Africa, il y a d'autres personnes qui vivent la même chose que moi, ça m'a donné de la force et ça m'a donné aussi des billes sur comment on peut faire. Et le deuxième point, c'est le support familial. Et aujourd'hui, malheureusement, dans la diversité, les parents vont nous dire il faut faire des études. Moi, j'ai arrêté mes études pendant ma 2e année à la Sorbonne pour lancer cette boîte. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui me poussent. Et je pense que c'est, une maman surtout qui me pousse. Et je pense que c'est important de pouvoir accompagner les parents en leur disant ok, c'est super bien les études, mais il y a aussi une autre alternative qui est l'entrepreneuriat. Et ça peut être bien aussi. Donc vraiment, pouvoir ouvrir cette fenêtre de pensée, je pense que ça peut vraiment faire la différence. Donc il y a un vrai enjeu de sensibilisation, toi ça te parle, j'imagine, Mounira. Oui, complètement. En fait, on le voit. Moi, je peux parler justement sur le scope tunisien parce que on a 2 poids, 2 mesures souvent entre les hommes et les femmes justement dans certaines cultures, dans certaines communautés. Et c'est vrai que on aura du mal à mettre la casquette d'entrepreneur déjà sur les épaules des femmes. Et il faut aussi comprendre ce que ça veut dire être entrepreneur. Et pendant près de 5 ans, je pense, il y avait beaucoup d'acteurs liés à l'écosystème entrepreneurial en Tunisie. Mais on va dire la ménagère de 50 ans ou de 40 ans qui avait déjà des enfants en âge adulte n'était pas capable de comprendre que l'entrepreneuriat pouvait être porteur de valeurs. Je parle de valeurs financières ici. Ou porteur d'avenir tout court, puisqu'elle ne savait pas ce que ça voulait dire. Et donc, ça a mis 5 ans avant que le mot start-up soit prononcé quand même dans les médias mainstream, donc à la télé. Et ça, c'est un élément important à retenir, parce que mine de rien, alors en Tunisie ou en Afrique du Nord de manière générale, il y a 2 grands types de médias. Il y a les réseaux sociaux comme Facebook et il y a la télé. Après, dans d'autres pays du continent africain, je sais que c'est les radios, par exemple, qui ont beaucoup de poids. Donc, les médias ont un rôle à jouer parce que c'est avant tout la première voix, entre guillemets, qui est entendue par tout type de population. Et c'est important pour que les familles accompagnent un peu mieux les rêves ou les projets de leurs enfants. Et c'est pour ça que la diaspora était importante pendant un moment donné, parce que quand on est entrepreneur africain en Afrique, on n'a peut-être pas l'aide autour de nous, mais par contre, on a l'aide de notre famille issue de la diaspora. Et parfois, c'est un tremplin parce qu'ils vont investir dans notre projet, ils vont nous donner les bons conseils. Et la sensibilisation, elle est nécessaire à tous les niveaux. Elle est nécessaire pour les hommes, pour les femmes, pour les mamans, pour les papas. Typiquement, je prends mon témoignage personnel, j'ai pas envie de tourner à chaque fois autour de moi, mais globalement, ma mère, au moment où j'ai créé mon entreprise, il y a un peu moins de 10 ans en France, elle n'y croyait pas du tout. Pour elle, c'était je t'ai fait grandir, je t'ai vu étudier pendant 6 ans, et au final, qu'est-ce que tu as fait? Et c'est un projet qui n'est pas tangible pour eux, parce qu'il n'y a pas de bureau, on travaille à des horaires complètement différents, on rentre à des horaires complètement différents. Donc, c'est très compliqué pour des personnes qui sont habituées à un moule particulier. Un cadre, et surtout quand la fratrie a suivi ce même moule, d'arriver en mode vilain petit canard, je vais sortir du lot. Et ça, c'est en ça que la sensibilisation est importante à tous les niveaux. D'accord. Dans la démarche que tu portes, Pedro, et ce que tu peux observer aussi, est-ce qu'il y a des rôles modèles qu'on fait sortir? Est-ce qu'il y a ce travail-là?
essayer de les faire émerger. C'est essentiel. Je bois ces paroles parce que, et c'est encore une fois une logique il y a une forme de décalage dans la compréhension qu'on peut être un héros en étant entrepreneur. Je m'explique. Il y a 15 ans, il y a 20 ans, quand j'étais en école de commerce, moi-même, avec un parcours issu des quartiers, j'avais fait un lycée correct, mais je me battais aux côtés d'autres qui avaient sans doute plus de chance que moi. Mais je ne le vivais d'ailleurs pas comme un combat, je le vivais en traçant mon chemin. C'est la vie, quoi. Et puis une prépa, puis une école de commerce, et puis après j'ai fait ma suite. Et dans cette école de commerce-là, je me souviens que la filière entrepreneur, c'était pas les Top Gun, et c'était il y a 20 ans. Et à l'époque, dans la filière entrepreneur à Kedge, à Marseille, on avait des profils qui étaient des fils à papa, qui étaient en train d'essayer de faire quelque chose, quoi. Au moins fait quelque chose. Il y avait cette ambiance-là. Et en fait, ça a complètement vrillé. Aujourd'hui, à HEC, à l'ESSEC, dans les plus grandes écoles d'ingénieurs aussi en France, la filière entrepreneur, c'est devenu une voie qui est noble. Ouais, c'est devenu noble. Et donc, dans les familles, pour rebondir sur ce que tu disais, aujourd'hui, quand vous faites le pas de côté et que vous dites je vais devenir entrepreneur, il y a une partie de la France qui dit c'est bien mon fils ou ma fille, c'est bien, vas-y, fonce. Et il y en a une autre qui est encore sur des repères d'avant. Et d'autant plus celle qui est liée à la diaspora, qui a besoin d'une sécurité perçue comme telle, en se disant mais quand même, il faut que tu ailles travailler dans une banque, un cabinet d'avocats, une grande entreprise, pourquoi tu me fais ça ? J'entends ces paroles parce que je les vois encore autour de moi. Donc la nécessité d'héroïser ces entrepreneurs, de montrer qu'il y a des parcours où on peut s'épanouir, on peut grandir, on peut créer une valeur financière, on peut gagner en autonomie, mais on peut aussi se réaliser personnellement et montrer qu'on peut créer de la valeur sur le capital humain, avoir un projet collectif et avoir un sens. Je crois que dans toute cette démarche-là, entrepreneuriale en général et en particulier dans les QPV, et on le retrouve dans la diaspora avec les lauréats du Pass Africa, la logique du sens que l'on donne à notre démarche, c'est souvent une des raisons pour lesquelles on entreprend entre deux pays. C'est souvent une raison pour laquelle il y a une notion de renvoi par rapport à nos racines, mais renvoi positif, d'aller chercher et puiser ce qui a fondé l'énergie, ce qui a fait le courage de ceux qui sont venus jusqu'en France pour travailler et qui se sont engagés, parfois sacrifiés, pour que nous puissions réussir dans notre génération. Et bien, il y a cette notion de retour, de chercher ses valeurs, mais il y a aussi cette notion d'aller entreprendre, comme je le disais, avec deux pays, deux réalités, deux fois plus de complexité. Et je terminerai juste sur un point parce que c'est important dans la logique d'héroïsation des entrepreneurs, hommes-femmes, qui prennent ce courage de faire ce pas de côté, de sortir du rang en disant moi je vais entreprendre, je ne veux pas être banquier, je ne veux pas être investisseur, je ne veux pas être avocat. Bon, pour les parents au départ ça peut se passer très bien en disant vas-y, puis pour d'autres quand même t'es sûr, mais donc ça c'est en train de réussir. Nous notre job chez BPI France comme dans cet écosystème d'accompagnement, notre job c'est de les voir en réalité augmenter. C'est de voir le projet que tu portes en disant « je sais où elle peut aller, je sais jusqu'où elle peut aller ». Et à nous de la révéler. On est un peu comme des impresarios d'entrepreneurs et au-delà de financement, de fonds propres, ce n'est pas le sujet. Franchement, les moyens financiers, on y reviendra peut-être dans le pass, ce n'est pas le sujet. Il y en a des sujets là-dessus et il faut y répondre. Je ne dis pas que c'est facile, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est de détecter le talent et de voir en réalité augmenter ce que peut devenir ce projet et les entrepreneurs qui le portent au départ. Après, notre job, c'est d'en être les impresarios pour en faire des stars. Voilà. Super. Et ça rejoint la logique d'héroïsation que tu évoquais, qui est de dire « regardez, c'est possible. Si vous êtes encadré, si vous êtes accompagné, vous pouvez jouer la Champions League et sortir de la CFA. » Excellent, excellent. Donc toi, tu viens d'intégrer Clairefontaine, je crois. Donc, en deux mots, concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans le Pass Africa ? Qu'est-ce qui te permet de t'épanouir, développer, exprimer ton projet ? Il y a beaucoup de choses. Déjà, moi, j'ai expliqué l'accès à BPI France, donc effectivement les financements, etc. Moi, je suis dans un autre stade de développement, mais si j'étais beaucoup plus tôt dans mon entreprise, ça aurait été encore plus incroyable. Après, il y a tout le mentoring. Il y a aussi, par exemple, l'accès aux avocats. Ils sont en train de beaucoup développer ça, CPA. En fait, on a beaucoup de sujets juridiques et parfois, on n'a pas forcément, on ne sait pas choisir les bons conseils. On ne sait pas choisir quel est le bon prestataire. Et donc, ils sont là aussi pour nous accompagner et pouvoir être à nos côtés là-dessus. Et puis aussi, il y a toute la partie média mise en avant. Donc, vous parlez beaucoup d'héroïsation. Effectivement, si on n'est pas sur entre guillemets, le devant de la scène pour montrer aux jeunes que c'est possible et que tu peux arrêter tes études et te concentrer dans un projet et faire en sorte que ça fonctionne et tu peux être accompagné pour ça et c'est possible. Tu peux créer de la valeur financière, de la valeur sociale, beaucoup de valeurs.
ben, je pense que c'est hyper important. Et je pense, juste pour rebondir sur ce que vous disiez là, sur faire des héros, en Afrique, on a un prix qui s'appelle le prix Anzisha, qui est financé par l'African Leadership Academy et par la Mastercard Foundation, qui récompense les très jeunes meilleurs entrepreneurs d'Afrique. Donc c'est que 18, c'est jusqu'à 23 ans max. Et en fait, il y a un prix à la clé, il y a 25 000 $ à la clé. Mais ce qui est très important de ça, c'est qu'ils ont sorti une étude qui montre que les très jeunes entrepreneurs vont créer 1 million d'emplois dans quelques années, en fait. Et qu'on est ceux qui sont les plus à même du marché, de connaître notre écosystème pour créer le plus d'emplois et donc créer de la valeur. Donc je pense que ça a vraiment de l'importance de mettre la valeur sur les jeunes et de les pousser à entreprendre. Parce que c'est eux l'avenir de demain, finalement, quoi. C'est ça, donc c'est servir l'avenir, comme c'est écrit. Exactement. De travailler sur les entrepreneurs. Concrètement, pour ceux qui nous écoutent, les dispositifs financiers, les solutions qu'on va pouvoir leur apporter. Pedro, peut-être, tu peux nous éclairer là-dessus. Pour rentrer précisément sur le sujet du Pass Africa. Le Pass Africa, c'est un parcours. Ça fait partie de 7 mesures que Wilfried a présentées, qui, dans l'attention que l'on porte à un entrepreneur, vise à réunir tous les critères et les curseurs qui vont lui permettre de gagner confiance en lui par rapport à son projet, d'avoir des retours positifs, d'avoir aussi des retours de vérité. Là, tu t'es planté, ça, c'est pas bien, ça, tu peux le faire mieux. Et en même temps, de s'assurer qu'avec 3 leviers, on puisse réunir les bonnes faits nécessaires à la réussite du projet. Parmi ces 3 leviers, il y a le fait du réseau, on l'évoquait, la capacité à être en réseau avec d'autres acteurs, entrepreneurs, et de se comparer en se rassurant, en se donnant les bons tuyaux, parce qu'il y a une ou un chef d'entreprise qui va faire partie du PASS, avec qui on va pouvoir échanger sur le bon conseil, sur le bon réseau d'accompagnement qu'il a utilisé, les bons dispositifs qu'il a pu mettre en place dans son projet, etc. etc. Et ça, la contamination de l'ambition, elle ne passe que par la camaraderie. Elle ne passe que par le fait de les réunir, de les mettre ensemble dans une même pièce et de les faire se frotter concrètement par rapport à leurs ambitions. Ça, on n'a pas fait mieux que de réunir des entrepreneurs entre eux. Tout le reste, franchement, si on descend en vertical pour raconter notre vie et la façon dont on voit l'entrepreneuriat, ça ne sera jamais aussi efficace que lorsqu'on les réunit ensemble. Ensuite, il y a le fait d'avoir accès, on parlait à la formation, par le digital et le numérique. Donc concrètement, un moteur de recherche simple dans lequel l'entrepreneur, à travers le site du CPA, va pouvoir chercher les informations sur les dispositifs, les financements, les accélérateurs, les conseils, etc., qu'il peut mobiliser pour son projet. Et puis enfin, pour une vingtaine d'entre eux, pour démarrer, c'est le Pass Africa que nous avons lancé en ce début d'année et bientôt la prochaine promotion, eh bien pour eux, une vingtaine à chaque fois, on veut s'assurer qu'on puisse en faire de véritables champions en allant vérifier que sur l'existant, quand je vous parlais des financements, pas forcément inventer quelque chose qui n'existe pas, déjà de s'assurer que tous les dispositifs qui existent puissent être mobilisés. Et plus on les prend tôt, et plus on corrige 2-3 leviers qui auraient permis peut-être au démarrage il y a 3 ans d'aller un peu plus loin aujourd'hui sur le financement par rapport au projet que tu as pu mettre en œuvre. Ce que je trouve très intéressant avec le Pass Africa, c'est que c'est quelque chose qui est adapté à chaque stade de développement. Et qu'aujourd'hui, quand on regarde les accélérateurs qui existent, c'est toujours soit accélérateur, soit incubation, soit au milieu. Et il n'y a jamais rien qui est all-in. Et je trouve que ce qui est intéressant dans le Pass Africa, c'est que c'est un truc à la carte et qu'on peut prendre ce qu'on a besoin à un moment T. Et ça, c'est vraiment top. Si je peux rebondir concrètement, ça veut dire que derrière, eh bien, on peut s'assurer que sur l'aide à l'innovation, qui n'était pas l'objet peut-être au départ de la recherche au sein du PASS, de se dire, tiens, sur l'aide à l'innovation, je n'ai pas coché telle ou telle case. Donc, on fait des entretiens physiques, présentiels ou par téléphone par les temps qui courent. Et puis, on regarde justement sur l'aide à l'innovation, où est ta R&D, comment tu l'as financée, qu'est-ce qu'on pourrait mobiliser avec la ville de Paris, avec la région, avec la station F. Qu'est-ce qu'on pourrait mobiliser sur les VIE? Est-ce que tu as pensé à utiliser cette ressource? Il y a un chèque relance export de 5 000 €. Est-ce que tu veux l'utiliser? Est-ce que le chèque VIE, tu as pensé à l'utiliser? Pourquoi pas? Ça va te réduire la charge sur le recours à un VIE, par exemple. Et puis, ce sont des dispositifs de financement dans le développement de l'entreprise qui nous permettent dès le départ de cranter le projet et de s'assurer que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, eh bien, à chaque étape, on puisse être là en disant, tu as un sujet de fonds propres, on va regarder si on peut investir. Si on ne peut pas investir, on va trouver des fonds partenaires qui vont pouvoir regarder le projet et ainsi de suite. On s'assure finalement dans la projection, la trajectoire, la réalité augmentée, comme je le disais, que l'entreprise coche toutes ces cases. Donc c'est vraiment un mentorat de haute précision, de haute température que nous apportons aux entreprises.
Super, super. Alors j'essaie de retrouver les points qu'on a évoqués pour ceux qui nous ont écoutés. La première chose, c'est l'enjeu culturel. Déjà de ne pas partir avec un a priori, genre je connais, et donc en fait il y a un vrai enjeu c'est aussi de bienveillance et d'humilité finalement, quand on va accueillir, retourner vers son pays d'origine, essayer de comprendre les codes, la culture, l'interculturalité, c'est comme ça que ça s'appelle, et c'est un vrai enjeu pour réussir. De la même manière qu'un entrepreneur il se lance, il étudie son marché. Il y a un autre sujet qui a été évoqué fortement, l'idée d'être connecté. On parle d'être connecté aux ressources pour réussir. C'est effectivement, on a parlé du financement, on a parlé des réseaux d'expertise qui vont nous accompagner, mais surtout des entrepreneurs eux-mêmes. Certainement, lorsqu'on veut se lancer, peut-être que d'autres aussi ont fait le pas, ont posé des ponts à l'international. Être riche de leur expérience, c'est un effet levier finalement de bénéficier de l'expertise, de l'expérience des entrepreneurs. La troisième chose, où on a insisté sur l'idée des rôles modèles. À savoir comment finalement on fait en sorte que l'entrepreneuriat fasse partie du paysage et qu'on puisse finalement se dire c'est quelque chose qui est possible, c'est quelque chose qui m'est accessible et c'est même une voie souhaitable, je dirais même désirable. C'est un peu ça ce qu'on essaie de faire. Tu veux réagir, Mounira ? Non, mais il y a tellement de choses. C'est vrai que la question, ne serait-ce que sur le réseau ou l'accès au financement, sur les territoires africains sont très différents, c'est très disparate d'un pays à un autre. Moi, j'ai visité pas mal de pays justement dans le cadre des écosystèmes entrepreneuriaux. Pour ma part, mon premier chantier de travail en Tunisie, avant même de m'y installer, à la moitié du mois, c'était de mieux comprendre l'écosystème local. Donc j'ai fait moi-même ce travail de rencontrer les différents acteurs qui m'étaient évoqués par différents contacts. Donc un contact en a amené un autre et j'ai pu me faire ma propre idée. Je n'attends pas que les gens me disent cette personne-là ne va pas t'aider ou cette personne-là va t'aider. Je pense que ça, c'est un premier point que je voudrais transmettre aussi aux entrepreneurs de la diaspora. C'est qu'il ne faut pas partir avec des idées reçues par rapport à ce que vous disent les gens. Faites-vous votre propre idée en prenant le temps de rencontrer les différents acteurs de vos écosystèmes locaux et renseignez-vous sur ce qui a évolué. Parce que souvent, si par exemple on n'a pas remis les pieds sur notre terre d'origine depuis 5 ans, on a cette empreinte de notre pays d'il y a 5 ans. Mais pendant ces 5 ans, le pays a évolué, il y a des acteurs qui ont évolué, qui ont peut-être été créés. Et je pense vraiment qu'il est important de se reposer encore une fois sur le numérique pour comprendre ce qui a été fait, ce qui a été partagé, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui on a plus de pages Facebook que de sites web en lien avec l'écosystème startup. Donc la première chose, c'est quand même de se renseigner sur ce qui a évolué dans chacun des pays. Et après de voir s'il n'y a pas des passerelles déjà créées. Parce que dans certains pays, il y a déjà des incubateurs, il y a déjà des accélérateurs qui sont dédiés uniquement aux entrepreneurs de la diaspora. Je vois par exemple le cas là, de l'incubateur développé par la GIZ en Tunisie. Ce n'est qu'à destination de la diaspora. Il y a des zones franches dans certains pays d'Afrique, il y a des zones offshore qui ont été créées uniquement pour rappeler la diaspora. Je voyais encore hier, il y avait une annonce du gouvernement sénégalais qui avait ouvert un fonds dédié uniquement aux entrepreneurs de la diaspora. Et pourtant, la semaine dernière, quand j'animais justement la séquence parisienne du Pass Africa avec Wilfried et Madame la Ministre, on avait une personne justement du Sénégal qui témoignait qu'il manquait encore de ressources. Donc une annonce comme celle-ci, alors il faut aussi parfois relativiser parce qu'il y a beaucoup d'annonces, mais après il faut voir si les actes suivent. Mais globalement, une annonce comme celle-ci, c'est aussi un message d'espoir parce que ça veut dire que les territoires sont en train d'évoluer. Donc intéressez-vous aussi aux zones offshore, j'attire l'attention là-dessus parce qu'il y a des avantages fiscaux pour les entrepreneurs issus de la diaspora. Il y a un avantage aussi, ne serait-ce qu'au niveau de la devise, c'est important pour certains pays. La monnaie n'est pas convertible dans beaucoup de pays africains. Donc le fait de pouvoir recueillir de la devise sur un territoire, c'est important. Et justement, on parle d'offshore et de nearshore, souvent avec des entreprises étrangères, mais peut-être que l'entreprise offshore peut être créée par un entrepreneur issu de la diaspora. D'accord. Et il peut continuer à gagner de l'euro ou du dollar en étant situé sur un pays africain. Et ça, tout ça, c'est des nouveautés où il faut énormément se renseigner. Et il ne faut pas attendre que l'information vienne à nous. Moi, j'échange avec beaucoup d'entrepreneurs de la diaspora. Quand je leur dis, mais est-ce que tu sais ce qui se passe dans ton territoire, je me dis, il ne se passe rien. Je me dis, mais pourquoi partir avec cette image négative ? Renseigne-toi, prends le temps. Alors c'est sûr,
Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande du réseau. Bienvenue dans l'entrepreneuriat. Mais c'est ça, l'entrepreneuriat, justement. Ouais, tout à fait. Après, il y a beaucoup de spécificités dans chaque territoire Ouais. qui fait qu'il y a des territoires qui sont beaucoup plus compliqués. Moi, je prends l'exemple de Madagascar parce que c'est là où j'étais. Et franchement, moi, je suis arrivée dans cet écosystème-là. J'ai cofondé la French Tech. Donc, en fait, je suis arrivée dans une dynamique, OK, on va construire quelque chose. Et parfois, en fait, même quand il n'y a rien, c'est pas grave. Ouais. Mais on va dire, OK, on va construire quelque chose, on va mettre des choses en place pour faire grandir les autres et faire grossir la part du marché. Mais il faut être quand même, je pense, réaliste quand on est entrepreneur, d'arriver et se dire, et être conscient, il y a des choses que tu vas pas aimer, il y a des choses qui vont te faire mal. Et c'est OK, mais tu vas pas te plaindre, tu vas juste être là, je vais retrousser mes manches, je vais pleurer dans ma chambre tous les soirs, c'est pas grave, mais je vais me battre. Et je pense qu'il faut être honnête avec ces entrepreneurs de diaspora et dire ça va pas être facile, ça va être très 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 difficile, mais y aller avec une démarche d'être constructif et surtout que personne ne vous attend là-bas. Et au contraire, C'est vrai D'accord, que c'est super. un point Ça, c'est important, intéressant que personne ne vous attend. personne là-bas. ne vous attend. Vous êtes, et même parfois, ils n'ont pas forcément envie. Donc D'accord. il faut vraiment être très courageux. Et combatif. Ouais. Pedro, s'il y avait une sorte de checklist, un peu soit les erreurs à éviter ou plutôt se mettre hors risque dans ce projet, tu dirais quoi Je crois qu'on a entendu des témoignages vraiment ce matin qui déjà ont pas mal résumé ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Honnêtement, déjà, avoir conscience qu'on n'arrive pas en terrain conquis, c'est une évidence. Il n'y a pas que des bons camarades, il n'y a pas que des amis, ils ne vous attendent pas, c'est vrai. Ensuite, il est un sujet qui est souvent lié au continent, mais qui traduit une partie de cette réalité, au continent africain en général. C'est vrai sur l'international et sur l'export dans toutes les régions du monde, mais c'est encore plus vrai sur le continent africain. C'est souvent 2 fois plus long et 2 fois plus cher que ce qu'on a prévu au départ. Donc il faut toujours avoir une logique de surfinancement par rapport à son projet. Toujours demander plus que ce dont on a besoin. Il ne faut pas hésiter à prendre, quitte à être un peu plus dilué au départ, c'est toujours un débat complexe quand on est entrepreneur parce qu'on veut d'abord créer de la valeur avant de lever beaucoup de fonds propres. Mais il y a un sujet de sécurité parce qu'il va falloir, gagner confiance en soi, ça c'est déjà ce qu'on a dit depuis le départ, mais aussi attirer une forme de confiance de son écosystème. Quand je parle d'écosystème, c'est la confiance du banquier, la confiance de l'investisseur ou des investisseurs, la confiance des conseils, la confiance des clients, la confiance des fournisseurs. Donc il faut être sûr de soi, se cacher un peu pour pleurer de temps en temps parce qu'on a tous des fragilités, et puis dehors, être sûr de soi, avoir quand même une forme de courage, de détermination, avec humilité dans beaucoup de cas quand même, avec intelligence de situation, c'est le terme que je emploierai plus précisément, pour pouvoir faire face à des situations où il y a des risques. Ça peut être plus long, ça peut être plus cher, et ça s'anticipe. Voilà. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer aussi le degré de préparation que ça demande. On a l'impression, et on rejoint ce qu'on a dit au tout début, que c'est facile, que ça va être un peu plus simple que prévu parce que connaît la langue, la culture, etc., la famille. Et en fait, pas tant que ça. Donc il faut être hyper préparé. Je compare souvent avec le sport de haut niveau. On ne se jette pas sur un marathon comme ça du jour au lendemain. On ne va pas faire la Champions League comme ça du jour au lendemain. Et il faut se préparer et c'est parfois un chemin qui peut être long, vécu parfois comme un chemin de croix, mais enfin c'est un chemin qui fait grandir. On se réalise. C'est des combats qu'on gagne jour après jour. C'est le combat de l'humilité. C'est des petites victoires tous les jours, même plusieurs fois dans la journée. Et c'est la somme de ces petites victoires qui font que le projet il va réussir à s'implanter dans ces pays-là. Et donc, je rejoins complètement ce que vous avez dit ce matin sur le fait de s'installer, d'avoir une logique locale et puis ne pas hésiter à créer la boîte aussi sur place. En fait, cette ingénierie-là, elle n'est pas si simple, mais elle est nécessaire pour pouvoir réussir son projet. Pourquoi? On l'a dit tout à l'heure, ça veut dire 2 cultures, 2 pays, 2 droits différents, 2 comptabilités, 2 devises, parfois différentes. Donc, c'est de la complexité qu'on rajoute à une démarche qui est déjà difficile. Et bien pour ça, le PASS y répond. L'objectif, c'est de réunir les conditions financières qui vont permettre de créer une filiale là où il faut, de créer la boîte là où il faut, d'aller chercher des ressources qu'on peut mobiliser en France pour injecter dans son projet sur place et inversement parfois d'aller chercher une subvention, un financement local, un fonds qui a été créé et d'optimiser ces ressources. Mais le temps qu'il faut pour ça, c'est un métier. Donc c'est pour ça que la nécessité d'être entouré avec la notion du PASS pour pouvoir un peu détendre finalement la bande passante et de donner aussi à l'entrepreneur tous les bons conseils pour ne pas rater chaque étape qu'on vient de citer dans la construction de son projet. Je vous écoute, ça a l'air d'être une galère. Non. Donc, non, mais justement, donnez-moi un peu d'optimisme. Enfin, il faut se battre, mais c'est super. C'est clair. Non, mais je pense que sur la question du financement, il y a beaucoup d'optimisme.
Moi, ce que j'aime beaucoup avec le CPL à la BPI France, c'est qu'il y a du risque qui est pris. Moi, ils m'ont présenté, par exemple, je vais parler de l'assurance prospection, qui en D'accord. fait, quand vous êtes dans un pays en Afrique, ils vous backent à 50% de ce que vous investissez. Énorme. Donc, C'est ça. tu me diras si j'explique mal, mais par exemple, si moi je décide d'investir 100 000 euros pour une ouverture en Côte d'Ivoire ou au Ghana, bah, la BPI France me back à 50%. C'est-à-dire que si j'ai une perte, vous me baguez à 50%. Et ça, en fait, c'est très rassurant pour nous parce que, ok, on connaît notre produit, on sait ce qu'on vend, on sait ce qu'on vaut, mais avoir quelqu'un d'autre à côté qui nous dit, ok, ça va aller, on t'accompagne, ben, je pense que ça change la donne. Et moi, ça m'a ouvert des nouvelles possibilités que je n'avais pas avant, en fait. Ah, super. Mounira, tu aurais voulu réagir? Oui, non, parce qu'au contraire, c'est une aventure complètement. Enfin, c'est merveilleux de pouvoir développer un projet dans son territoire d'origine. C'est merveilleux d'une part parce qu'il y a ce sentiment de give back, c'est-à-dire qu'on a eu certaines facilités sur le territoire français. On arrive aussi sur un territoire parfois en friche, c'est-à-dire qu'il y a tout à créer sur certains pays africains. Il y a des places à prendre, il y a des marchés qui, oui, clairement, il y a des marchés qui n'ont pas encore émergé. Il y a une place énorme dans le numérique. Et on peut venir avec juste des MeToo, entre guillemets, dans le sens où c'est du copier-coller peut-être de projets qui existent déjà en Europe, qui existent déjà aux États-Unis et qui peuvent être implémentés, bien sûr, en étant réadaptés au local sur certains pays d'Afrique. Et on n'a pas forcément besoin de s'imaginer qu'on doit avoir forcément une idée qui est très percutante et qui va être complète de bout en bout. On peut commencer avec un projet pilote. C'est en ça que je trouve justement nos territoires d'origine merveilleux, c'est qu'ils nous servent de territoire d'essai. Moi, j'arrive avec ce discours-là auprès des entrepreneurs de la diaspora, c'est tu n'as rien à perdre. Tu as un petit marché, ou un grand marché selon la taille du pays, dans lequel tu peux tester ton produit. Et ton produit doit être scalable. Donc commence avec un marché pilote, et ensuite tu pourras de toute façon l'adapter dans n'importe quel autre pays. Si ça a fonctionné ici, tu arrives dans un autre pays en disant, voilà, j'ai déjà eu 7 millions d'adhérents sur ce produit-là. Donc, je serais la dernière à dire que c'est compliqué. Au contraire, je pense qu'il ne faut pas partir du principe que c'est trop simple ou trop complexe. Ouais. Je pense que c'est un juste milieu, mais c'est comme tout. Enfin, je veux dire, vos études n'étaient pas compliquées ni simples. Votre travail ou votre carrière n'était ni compliquée ni simple. Donc c'est exactement la même chose. Il ne faut pas trop se monter le bourrichon là-dessus. Il faut vraiment partir du principe que, comme tout, il faut être bien informé, bien préparé, bien entouré et surtout partir du principe que ça évolue en continu. Ce n'est pas parce qu'on a une image, un instant T d'un territoire ou d'un écosystème que ça ne va pas évoluer. Et on contribue à cette évolution-là. Enfin, je veux dire, quand je vois certains pays d'Afrique il y a 5 ans, quand j'étais au Kenya ou quand j'étais au Gabon, et aujourd'hui, le Gabon qui appelle, par exemple, certains pays comme la Tunisie à récupérer des projets de loi comme le Startup Act pour développer l'entrepreneuriat sur un territoire comme le Gabon, enfin, quand même, c'est énorme en termes d'évolution de mentalité, l'importance qu'on donne à l'entrepreneuriat. Donc, les gouvernements ont aussi de plus en plus de jeunes parmi les membres, parmi les ministres, etc. Donc, ça change énormément la donne. Ils sont sensibles à ces questions. Oui, clairement. Donc, il faut encourager. Il faut encourager les personnes issues des quartiers, il faut encourager les personnes issues de la diaspora. Et on peut être français, franco-français, et entreprendre en Afrique et trouver son bonheur sur place. Je veux dire, il y a plein de personnes, je parlais des zones offshore, il y a énormément d'entreprises créées par des Français qui existent dans ces zones offshore-là. Et ça contribue aussi au développement des territoires africains. J'ai une question justement par rapport à cette idée de territorialité. Les entrepreneurs que vous rencontrez, ils sont plutôt, ils vont aller entreprendre dans un pays où ils ont plutôt une réflexion, réfléchissent par région. Tout à l'heure, tu parlais de l'Afrique du Nord ou peut-être de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'il y a une vision régionale ou moi, ce que je peux répondre, c'est que on commence d'abord par son pays d'origine. Voilà, ça c'est la base. Et par mission. Donc on y va, on fait quelque chose. Après, on se rend compte, ok, ça va pas mon idée, ou il y a des choses à modifier. Donc là, on écoute son marché, on écoute ses clients. Qu'est-ce qu'on améliore, qu'est-ce qu'on change. À partir du moment où on a fait ça, on a réussi à tester plusieurs pilotes, comme tu disais, améliorer, itérer. Là, on se dit, ok. Quelles sont les autres régions où je peux aller, où on m'appelle. Et c'est surtout après les gens qui vous appellent en fait, dans les pays. Ils disent, un coworking space m'appelle, des étudiants nous écrivent. Et en fait, on se dit, ok, on va commencer par la francophonie, parce que la francophonie, c'est quelque chose aussi qui nous tient à cœur. C'est la francophonie. Et malheureusement, aujourd'hui, l'Afrique francophone est pour l'instant moins développée et a accès à moins de choses que l'Afrique anglophone. Donc nous, on a vraiment cette mission-là. Donc nous, on va commencer par Côte d'Ivoire, Ghana, Sénégal.
Et puis après, ça va aussi dépendre beaucoup des appels à projets qui peuvent exister. Où D'accord. ils vont nous aiguiller sur, OK, tu peux essayer sur cette territorialité-là, parce qu'il y a déjà des connexions entre. Donc on va plutôt son pays, une région qui a des connexions, puis d'autres régions, et puis ça s'agrandit comme ça, quoi. Ouais, ce que tu dis, c'est vrai que l'Afrique, c'est un pays qui est C'est lusophone, anglophone, un continent francophone. compliqué. C'est un ouais. pays monde presque. C'est un continent. Ouais, C'est c'est un 54 continent. pays, 54 réalités différentes. Ouais, c'est ça. il y a 50 pas une cultures. Afrique. Et c'est un encore, dans continent. chaque pays, tu vas avoir des ethnies différentes. Bien sûr. Par exemple, à Madagascar, il y a 18 Tout à ethnies fait. différentes. Donc, c'est encore, même t'étendre dans ton propre pays, c'est complexe. Mais pas si complexe que ça. Non, c'est sûr, c'est possible. Mais il faut s'accrocher. Ouais, c'est ça. Et il faut le faire. Et, pour compléter, ce qu'on a dit depuis ce matin, en fait, c'est une très belle démonstration de ce que vous nourrit le déséquilibre avant. Je m'explique, c'est qu'à chaque fois, quand vous faites une mission, vous vous déplacez, vous allez, vous tapez dans une porte, elle s'ouvre pas, vous revenez en arrière, vous allez dans un autre pays, on vous rappelle, etc. S'il n'y a pas ce mouvement au départ, s'il n'y a pas ce déséquilibre avant, comme au ski, comme quand vous courez, comme quand vous marchez, s'il n'y a pas cette mise en mouvement, le projet il sortira jamais. Donc c'est pas compliqué. On dit ouais, c'est des galères. C'est des galères comme si vous entreprenez en France, c'est aussi galère. Hein. Tout à fait. Mais la réalité, c'est que si vous ne prenez pas finalement ce risque, vous passez à côté d'une très grande opportunité. Parce que mine de rien, vous allez attirer des nouveaux talents. Vous allez attirer des talents issus de la diaspora et d'ailleurs. Vous allez fédérer les meilleurs. Vous allez emporter un groupe collectif. Vous allez emporter un collectif tout court. C'est une aventure humaine. C'est pas une traversée de l'Atlantique en solitaire, hein, l'entrepreneuriat. C'est une aventure humaine. Vous faites grandir des gens autour de vous, des gens en qui vous avez confiance, avec qui vous allez vivre des galères, avec qui vous allez réussir. Et c'est ça qui est magnifique, au-delà des financements. Donc cette notion de déséquilibre avant, c'est la nature même de l'entrepreneur. Donc oui, il faut aller vers son risque, oui, il faut aller le chercher. Il y a tellement de bonnes fées aujourd'hui pour vous aider à éponger tout ce stress. En fait, BPI France, comme d'autres, comme le Pass Africa, c'est en résumé une grosse éponge à stress sur l'entrepreneur. On va absorber tout ça et on va essayer de rassurer évidemment l'entrepreneur et son environnement. Super. Bienheureux sont les audacieux. Tu voulais réagir, Mathina? Juste pour dire que c'est vrai, c'est compliqué, mais je pense que ce qui est très important, c'est la mission qu'on porte en tant qu'entreprise. Et même si personne ne nous attend dans notre pays, quand on vient et qu'on fait quelque chose, ça donne de l'espoir. Ouais. Et je pense que ça, c'est très important et se dire, OK, peut-être que je fais mon travail tous les jours, mais on fait quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Et quand on arrive en tant qu'entrepreneur en disant, je ne vais pas le faire que pour de la valeur financière, que pour de l'argent, je le fais pour de l'impact, pour changer la vie des gens. Et je pense que c'est là aussi que ça change de paradigme et que ça te permet d'aller au-delà des difficultés que tu rencontres au quotidien parce que tu dis, OK, on a changé la vie de cette personne et on va changer la vie de milliers de personnes. Et c'est ça, en fait, qui donne du courage. Ah, je suis très heureux de t'entendre. C'est effectivement, enfin, je vous entends, effectivement, il y a une première étape. En fait, il faut aller convaincre là-bas. En fait, hein, finalement, c'est créer cette adhésion-là et pour ensuite être porté. Oui, en fait, on arrive quand même avec un certain avantage, on ne va pas se mentir. C'est-à-dire que quand on est issu de la diaspora, justement, on l'évoquait tout à l'heure, Pedro l'évoquait tout à l'heure, on n'est ni totalement africain, ni totalement français. Et on a ce côté, moi j'appelle ça un côté caméléon, on peut se dire méditerranéen, on peut clôturer le débat, mais globalement c'est un avantage aussi parce que quand on arrive et qu'on est vu comme un Français sur notre territoire d'origine, malheureusement ou heureusement, on nous donne peut-être parfois plus de crédibilité, plus de gages, entre guillemets. On se dit, voilà, on a été formé comme un produit français. Et parfois, quand on est accueilli dans les entreprises, on est parfois peut-être mieux accueilli dans certaines entreprises en étant d'origine, en étant natif de la France, issu de la France, issu de la Belgique, peu importe. Et ça nous permet d'accélérer aussi le développement du projet, qu'on le veuille ou non. Et je parle aujourd'hui de l'entrepreneuriat, mais c'est la même chose pour un salarié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne issue de la diaspora aura peut-être beaucoup plus de chances d'être recrutée en Tunisie qu'un Tunisien lui-même ou dans d'autres pays d'Afrique. Donc je pense qu'on a quand même beaucoup d'avantages en tant qu'entrepreneur de la diaspora sur lesquels on peut capitaliser. D'accord. Le tout n'est pas non plus de se reposer sur ses lauriers et se dire voilà, je connais tout, je sais tout, etc. C'est pour ça qu'il faut trouver le juste milieu à chaque fois et pouvoir arrondir les angles. Et lors de la séquence parisienne justement du Pass Mentorat la semaine dernière, il y avait un entrepreneur qui indiquait clairement qu'il était parti justement dans l'idée d'échanger, de pouvoir développer son projet avec un partenaire local. Je crois que c'était au Sénégal si je ne me trompe pas. Et donc les personnes ne lui disaient pas non.
Il disait oui, oui, on verra. Oui, oui, on verra. Et donc pour lui, ça voulait dire bah oui, on se voit bientôt. Et en fait, pas du tout, puisqu'il n'en a jamais plus entendu parler. Et donc ça, c'est des choses, c'est des gifles, j'appelle ça des gifles, mais qui sont nécessaires parce qu'elles nous réveillent et elles nous sortent de notre zone de confort. Et en tant qu'entrepreneur de la diaspora, souvent on arrive avec nos gros sabots en mode non mais moi c'est bon, je connais tout, je veux le développer à ma manière, je veux changer comment ça fonctionne à l'heure actuelle. Des fois ça passe, des fois c'est bien, c'est nécessaire et des fois il faut savoir arrondir les angles. Donc je pense qu'aujourd'hui, un entrepreneur de la diaspora, il ne peut pas se dire je n'ai pas les moyens, ou je n'ai pas l'information, ou je n'ai pas accès au financement. Puisque ces trois composantes, que ce soit la visibilité, la communication, la notoriété, l'accès au réseau, etc. et au financement, elles sont toutes disponibles sur le continent africain. Et même si ce n'est pas dans notre pays d'origine, c'est au moins dans la région où se situe notre territoire d'origine. Merci beaucoup Mounira. Mounira Hamdi, cofondatrice de Diversity Days. Merci beaucoup Pedro Novo, directeur exécutif export chez BPI France. Et merci également Matina Raza Fimaefa, cofondatrice de Seina. Merci encore pour ces échanges. Je suis sûr qu'on a intéressé, outillé, inspiré, donné envie de conquête à tous ceux qui nous ont écoutés. Yes. Merci à toi. Yes. Merci à toi.